Aujourd'hui, nous avons, je vais commencer de la gauche jusqu'à Redin. Donc nous avons Arnaud Liga, qui est First Vice President Private Equity de Edmond de Rothschild Bank, basé à Genève. Arnaud a une expérience reconnue de plus de 20 ans dans le domaine. Il va nous parler de l'attractivité du marché marocain dans le cadre de Casa Finance City et de l'importance d'avoir une place financière locale pour donner plus d'impact et de poids à ce genre d'activité. Ensuite, Saïd Ibrahimi, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le DG de Casablanca Finance City. Avant de prendre en main les destinées de Casablanca Finance City, Saïd Ibrahimi a une carrière de banquier assez solide. Après la BNP, BMCI, le Crédit du Maroc, la BNDE, il a été nommé, excusez du peu, trésorier général du Royaume. Et maintenant, son challenge, c'est Casablanca Finance City. Et ça ne lui fait pas peur. À côté de Saïd, nous avons Fernand Grooms, qui est le CEO de Luxembourg for Finance, l'une des principales places financières européennes, qui a accompagné Casablanca Finance City au même titre que Singapour et Londres. Donc Fernand Grooms nous parlera des défis, des difficultés qu'il faudra tacler au fur et à mesure que l'activité va se développer. Ensuite, nous avons Nazem El-Qudsi qui est... Alors, Nazem, quand je lui ai demandé comment est-ce qu'on pouvait le présenter, il a dit « Je suis quelqu'un qui aime le Maroc ». Alors, mais en plus d'être quelqu'un qui aime le Maroc, Nazem El-Qudsi est un investisseur, un entrepreneur, un citoyen du monde qui passe plus de temps dans les avions que chez lui. Et c'est aussi un penseur créatif qui a beaucoup de choses à son actif. Donc Nazem El-Qudsi est le CEO d'Abu Invest, qui est un gestionnaire de fonds hybrides, souverains et privés. Ils ont des bureaux à Abu Dhabi, à Dubaï, à Istanbul et maintenant à Casablanca, grâce à Casablanca Finance City. À côté, nous avons Maître Mustapha Mourahib, qui est, malgré son jeune âge, un avocat avec un long pédigré. Donc, Mustapha Mourahib est un avocat associé au cabinet Clifford Chance, qui est chargé du marché marocain et de l'Afrique de l'Ouest. Conscient du potentiel que représente cette partie du continent, il a réussi à convaincre son cabinet d'ouvrir un bureau à Casablanca pour justement tirer le meilleur profit du potentiel qu'offre le continent. Et enfin, last but not least, Reda Lalej, qui est le patron de RMA Capital, qui est un asset manager. Donc, il va nous parler de son expérience, mais aussi des attentes d'un acteur du secteur de la finance par rapport à une institution comme Casablanca Finance City. Donc, pour commencer, alors le mode de fonctionnement de cette table, nous avons à peu près 90 minutes. Nous allons essayer d'être le plus interactif possible. La parole sera donnée à l'assistance lorsque nous aurons fait le premier tour avec les intervenants. Mais le but, c'est d'être le plus interactif. Donc, ce n'est pas des discours qui vont être lus par les différentes personnes, parce qu'on voudrait que ce soit utile et attractif. Donc, mais avant de commencer, je donne la parole à Saïd Ibrahimi qui va nous présenter Casablanca Finance City. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Mesdames, messieurs, Excellences, bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour présenter notre ambition nationale qu'est Casablanca Finance City. Alors, je ne vais pas aller très loin dans la genèse de Casablanca Finance City. Nous sommes aujourd'hui dans ce forum Meddays consacré à l'Afrique. Tout le monde reconnaît que l'Afrique est le prochain gros centre de croissance pour l'économie mondiale. Les opportunités africaines sont nombreuses et elles tiennent à différents facteurs tout à fait objectifs. On a bien évidemment une population qui est jeune, une population très importante. On considère que d'ici 2030, la première force de population active au monde sera africaine. Il y a donc cette population qui a un potentiel très important et qui est tout à fait alphabétisée et qui a un niveau d'éducation de plus en plus élevé. Il y a également les ressources
minières, naturelles, dont l'Afrique regorge. Bien sûr, les ressources minières, tout le monde en a conscience. Il y a également les réserves en terres arables qui sont situées pour la plupart en Afrique. Donc 60% des réserves mondiales de terres arables non exploitées sont situées sur le continent. Donc c'est quelque chose de très important. Une forte population des ressources, donc des ressources qui solvabilisent en fait les différents pays, les différentes régions. Et à côté de ça, il y a des besoins en infrastructures extrêmement importants, des besoins qui se chiffrent en milliards de dollars. Je crois que c'est la Banque africaine de développement qui estimait qu'il faudrait pratiquement 10 milliards de dollars annuels pour financer les besoins en infrastructure du continent sur plus d'une décennie pour assurer un niveau de croissance qui soit aux environs de 6-7% pour le continent. Et ce montant qui est extrêmement important, aujourd'hui, n'est pas fourni. On ne couvre que moins de la moitié de cette somme extrêmement importante. Donc nous avons une population, des ressources, des besoins, notamment en infrastructure, donc des besoins financiers très importants. Puis nous avons globalement une gouvernance qui s'améliore et qui rend, donc il y a moins de conflits, moins de problématiques politiques et évidemment des élections de plus en plus transparentes qui font que les radars sont aujourd'hui tournés sur l'Afrique. Voilà le contexte et l'intérêt très rapidement rappelé de notre continent. Maintenant, quand on regarde, on a dit qu'il y avait des besoins de financement très importants. Quand on regarde une carte du globe avec les principaux centres financiers mondiaux tels qu'ils sont identifiés par le Global Financial Centers Index, GFCI, donc qui publie chaque année un classement des centres financiers mondiaux. Donc quand on regarde cette carte, dans les 75 premiers centres financiers mondiaux, il y en a 2 en Afrique, et 2 seulement. L'un est en Afrique du Sud, à Johannesburg, et l'autre, c'est l'île Maurice, qui a développé une industrie des fonds d'investissement très spécifique et très particulière. Donc nous avons 2 centres financiers qui sont situés dans la partie sud du continent, et en dehors de ça, il n'y en a pas d'autres. Donc, nous avons des besoins de financement très importants, nous avons des critères objectifs qui font que la finance peut s'intéresser au continent, mais nous n'avons pas de centre financier dédié à l'Afrique et en tout cas à la partie Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique du Nord, qui est réellement sans aucun centre de niveau international. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel on a conçu ce projet de place financière à Casablanca. Il est évident que s'il n'y a pas de place financière établie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de compétiteurs. Différents pays se positionnent pour pouvoir drainer et attirer les fonds internationaux, la finance internationale, et se positionner comme la place financière de référence. Pourquoi le Maroc dans ce cas? Alors, quand on se lance dans une ambition, je le répète, comme celle-là, on ne va pas gagner au détriment des autres. Nous disons que nous pouvons émerger comme place financière, et s'il y a d'autres pays, d'autres villes du continent qui peuvent suivre ce chemin, ce sera tout bénéfice pour tout le monde. Je voudrais juste rappeler qu'à la fin du 19e siècle, quand d'un côté Londres et de l'autre New York ont été reliés par le télégraphe à l'époque, à partir du moment où il y a eu une liaison, les deux ont énormément progressé.
Et donc, les liens entre places financières sont très importants. Et c'est pas parce que l'un se développe que l'autre ne va pas se développer. Alors, pourquoi donc je disais le Maroc? Il y a différents atouts qui expliquent cette ambition, ce positionnement. D'abord, nous avons un système bancaire extrêmement solide qui répond aux normes internationales et qui est aujourd'hui bien implanté dans le continent. Et ça, c'est un atout considérable parce que ça permet d'avoir une connaissance sur le terrain des différents pays dans lesquels nous voulons œuvrer. Il y a également un système financier qui est consistant. Nous avons, sur le plan macroéconomique, de pays offrent une stabilité qui est un atout et qui permet de rassurer les investisseurs. Et par ailleurs, sur le plan, au niveau finance, nous avons des organes de régulation qui sont aux standards internationaux et qui sont reconnus comme tels par aussi bien la Banque mondiale que le Fonds monétaire ou d'autres. Donc une régulation, de la stabilité, des infrastructures qui sont présentes et un secteur bancaire et financier extrêmement efficace. Qu'est-ce que nous voulons faire dans notre place financière? Nous voulons être un hub, une plateforme d'accès qui permette aux investisseurs internationaux d'aller profiter des opportunités qui existent sur la région de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, à partir d'une base de travail, à partir de Casablanca, de CFC, dans laquelle ils vont trouver un environnement favorable pour leur permettre de développer leur business. Donc, encore une fois, quand nous faisons des roadshows, quand nous allons voir les investisseurs internationaux, nous leur disons de venir investir, pas au Maroc, de venir investir en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Nord. C'est toute la région qui présente un potentiel intéressant à ces investisseurs. Et pour leur permettre d'opérer, nous leur offrons la plateforme Casablanca Finance City, donc qui regroupe déjà 3 types de cibles que nous avons identifiées. Bien sûr, il y a tout ce qui est institutions financières. Alors, institutions financières, c'est aussi bien les banques d'affaires, les banques d'investissement, les fonds d'investissement, le private equity, les asset managers, les assureurs, les réassureurs, tout ce que l'on peut mettre sous le vocable institutions financières, à l'exception notable toutefois de tout ce qui est banque de détail. Voilà la première cible. À côté de cette cible, nous voulons avoir là aussi les sièges régionaux de multinationales. Aujourd'hui, c'est une réalité, l'Afrique est au centre des préoccupations. Bon nombre de multinationales ont des filiales dans le continent. Souvent, ces filiales sont rattachées à des sièges régionaux qui sont soit à Londres, soit à Paris, soit parfois à Genève, voire à Bruxelles, ou pour certains à Dubaï, parce qu'il y a eu cette nouvelle géographie créée par des institutions internationales de Middle East Africa, et donc Middle East Africa, on se met en Middle East et on couvre l'Afrique. Et là, nous disons que il est plus facile d'être sur le terrain, à proximité, à portée de vol, et avec une connectivité forte, donc d'être à Casablanca pour couvrir les filiales pour les multinationales, pour avoir une meilleure connaissance du terrain et pouvoir mieux maîtriser les risques et pouvoir mieux challenger ces filiales. Voilà la deuxième cible, donc les sièges régionaux de multinationales. Et enfin, quand vous avez des institutions financières, quand vous avez des sièges régionaux de multinationales, il y a besoin d'un complément que sont tout ce qu'on appelle services professionnels.
une banque d'affaires ne fera pas un deal si elle n'a pas un cabinet de juristes chevronnés à ses côtés. Et il faut que les cabinets juridiques de renom international soient à Casablanca. Donc les cabinets des lawyers font partie de la cible, comme les auditeurs, comme les cabinets de recrutement, comme les consultants en stratégie, etc. Et de la sorte, nous créons un écosystème complet qui permette aux différents acteurs d'opérer en ayant à proximité tout ce dont ils peuvent avoir besoin pour profiter, encore une fois, de ce marché grand nord-ouest africain tel que nous le définissons et qui nous paraît offrir les plus grandes opportunités au sein du continent. Donc je vais m'arrêter peut-être là pour mon propos introductif, pour ne pas monopoliser la parole. On aura peut-être l'occasion tout à l'heure de revenir un peu plus avant sur les composantes de notre proposition de valeur. Merci Saïd. Juste avant de passer la parole à Fernand, j'ai juste une question. Quand vous parlez de ne pas être contre les autres places, mais plutôt d'aller chercher du business et de générer de l'activité pour tout le continent en quelque sorte, il y a d'autres projets qui sont concurrents et je pense que la vitesse est un facteur qui est important. Est-ce que vous pouvez nous situer le projet de CFC par rapport aux autres projets de la région ? Non, j'insiste bien sur un point. Nous ne faisons pas CFC au détriment des autres. Alors évidemment, si CFC émerge en premier comme un centre de référence régional, c'est tant mieux pour nous, mais ça n'empêchera pas d'autres de pouvoir émerger demain. Donc il n'y a pas, ce n'est pas je gagne et l'autre perd. On peut être tous gagnants-gagnants. C'est une notion extrêmement importante. Le temps est de toute évidence primordial dans cette matière. Donc il faut agir vite pour développer notre place, agir vite pour pouvoir attirer les capitaux dont le continent a grandement besoin pour assumer son statut de futur centre de la croissance mondiale. Merci, ça nous fait une bonne transition pour l'intervention de Fernand Grooms. Tout à l'heure, on a évoqué justement cette notion d'accompagnement. Pourquoi est-ce qu'une place comme Luxembourg accepte d'accompagner Casablanca Finance City et quels sont justement les challenges que l'on rencontre dans ce genre de projet ? Bon, je ne vous cacherai pas que nous avons à la fois des visées que j'oserais qualifier d'altruistes, mais aussi un petit peu égoïstes en faisant de tels accords de coopération. Bon, qu'est-ce que cet accord de coopération prévoit ? Bon, il prévoit qu'on se renseigne mutuellement des différentes tendances dans les marchés, les produits, aussi les réglementations qui évoluent. Bon, de notre côté, évidemment, c'est surtout l'Europe que nous voulons couvrir parce que le marché luxembourgeois, je ne pense pas que ça intéresse trop le Maroc, encore que pour les produits, ça pourrait être très intéressant. Il y a aussi une coopération au niveau de la formation. Et déjà très concrètement, il y a eu des contacts la semaine passée où nous avons fait des liens avec la Luxembourg School of Finance et il y a des pistes intéressantes qui se dessinent à ce niveau-là. Mais il y a aussi un volet qui, je pense, est intéressant pour les deux côtés, c'est l'échange des meilleures pratiques, best practices, dans les domaines de compétences respectifs. Et là, effectivement, je crois que nous avons des choses à apprendre les uns des autres. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes entrés dans ce partenariat ? Ça a été dit à maintes reprises. Je crois que l'Afrique est le continent du XXIe siècle. C'est un continent qui a plein d'énergie et de dynamisme pour réussir. Il est clair que pour financer les infrastructures qui sont nécessaires pour le développement de l'Afrique, pour financer aussi l'économie africaine, il faudra pouvoir drainer les capitaux. Il faut qu'il y ait des plateformes où on puisse rassembler les capitaux pour justement les injecter
dans les besoins de financement africains. Et il nous avait semblé que le Maroc, qui a l'ambition de se positionner à ce niveau-là, a une belle chance pour pouvoir réaliser ce défi. Et nous étions d'accord à accompagner ce mouvement et à le soutenir. Égoïste aussi, j'ai dit, en fait, le Luxembourg a toujours été une place financière européenne. Nos clients étaient européens. Les établissements financiers qui travaillent à partir de Luxembourg ont été européens aussi. Ça a un peu changé au cours des 10 dernières années. Nous avons l'ambition de devenir une place globale. Dans certains secteurs, certains métiers, ça a déjà fonctionné. Dans d'autres, il y a encore des efforts à faire. Mais clairement, lorsque on regarde la carte mondiale, il y a une tache blanche, si je puis m'exprimer ainsi, c'est le continent africain. Il y a très peu de relations entre le Luxembourg et l'Afrique. Nous avons tout juste 4 traités de non-double imposition, dont heureusement un avec le Maroc. Et si Casablanca réussit le défi pour devenir une plateforme financière pour l'Afrique, et si nous accompagnons ce mouvement, et ça c'est quelque chose que nous avons quand même appris au cours des 10 dernières années, et Saïd l'a mentionné, les places financières, plus que d'être concurrentes, elles sont aussi des partenaires. Plus une place financière évolue, plus elle a aussi des chances de faire du business avec les autres. Moi, lorsque je regarde le business qu'on fait avec Hong Kong et Singapour et Londres, pour ne mentionner que celle-là, je me dis, si le projet CASA réussit, il y en aura aussi un peu pour le Luxembourg par après. Donc, vous voyez les deux attitudes altruistes et égoïstes en même temps. Merci Fernand. L'autre question, c'est par rapport justement aux défis et aux difficultés qu'on rencontre dans le cadre de ce genre de projet et comment est-ce que l'expertise de LFF peut être utile à CFC. Bon, je dirais que dans la construction d'un tel projet, il faut considérer l'offre et la demande. Bon, l'offre, c'est tout ce que vous pouvez maîtriser à partir de CASA. Alors, que faut-il pour construire une place financière? Alors, lorsqu'on est dans le domaine de la finance, it's all about trust and confidence. Il n'y a que ça. C'est évidemment la confiance au niveau des établissements financiers, mais c'est aussi la confiance qu'on doit établir au niveau d'une place financière et d'un pays. Il faut tout simplement que les clients qui vous confient votre argent, ils doivent avoir des garanties et ils doivent avoir l'impression qu'ils vont aussi récupérer leur argent. Alors, donc, il faut, pour ça, il faut évidemment une stabilité à tous les niveaux, politique, sociale, mais aussi une stabilité au niveau de la législation. Et ça, c'est d'ailleurs un problème qu'on trouve dans certains pays européens. Il ne faut pas changer les lois et les règlements tous les lundis matins. Évidemment, il y a des adaptations à faire de temps à autre, mais je crois que la stabilité et la continuité dans la législation et la réglementation est un facteur clé pour la réussite. Donc, il faut bien réfléchir comment il faut l'agencer. Bon, aussi, au niveau de la réglementation, il faut évidemment une réglementation très sérieuse, une réglementation qui répond aux standards internationaux, mais il ne faut pas avoir de l'excès de zèle. Il ne faut pas aller et réglementer jusque dans les tout derniers détails, parce que l'ambition de CASA, c'est d'offrir une plateforme qui est un hub, c'est-à-dire il y a des transactions qui vont se faire avec d'autres pays africains, avec l'Europe sans doute aussi. Donc il faut que la réglementation soit suffisamment flexible et adaptable et que ce soit plus une principle-based regulation plutôt que d'aller vraiment dans les tout derniers détails. Bon, les infrastructures, Saïd en a parlé. Et puis un point qu'il ne faut pas sous-estimer, puisque j'ai dit, c'est à propos de la confiance, il y a aussi une réputation, un image à construire. Donc le volet de la communication est extrêmement important lorsqu'on veut établir un brand
d'une place financière. Alors, au niveau des défis, des difficultés, j'en vois un qui est plus structurel et l'autre peut-être plus conjoncturel. Le Luxembourg est une plateforme internationale aujourd'hui. Nous sommes d'abord une plateforme européenne, mais pour ça, nous avons un outil juridique qui s'appelle chez nous le passeport européen. Nous avons le droit de prester des services financiers dans les autres marchés. Bon, et ça, évidemment, ça n'existe pas en Afrique. Donc ça, c'est un point, évidemment, qu'il faudra faire évoluer au fur et à mesure du temps. Et puis, par rapport au projet CASA aussi, il y a un autre défi, c'est que les acteurs financiers, les établissements financiers, actuellement, sont plutôt dans une phase de deleveraging. On est en retrait par rapport à de nombreux marchés. On ferme des filiales, des succursales à l'étranger. On essaie vraiment de se concentrer sur les marchés cibles. Et là, tout le défi de Saïd et de son équipe, ce sera de convaincre les institutions financières qu'il y a un business case, qu'il y a de l'argent à gagner et que ce n'est pas uniquement à très long terme, mais qu'il y aura aussi de l'argent à gagner sur, disons, les 3-5 prochaines années. Donc ça, c'est pour moi deux des grands défis. Merci Fernand. Nous allons passer la parole à Mustapha Mourahib pour parler à la fois des atouts de CFC, mais aussi de cet aspect de réglementation et de stabilité qu'a évoqué Fernand Grooms et des défis qui sont posés au niveau local. Bien, merci beaucoup et merci aux organisateurs de me donner l'occasion de m'exprimer sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est la création de cette place ou l'idée de cette création de cette place. J'y ai été associé de près ou de loin depuis au moins 2 ou 3 ans et avec une grande joie parce que la particularité de cette place CFC, on va rentrer un peu dans les détails un peu plus précis, mais elle avait une particularité, c'est que ce projet en lui-même était la raison pour laquelle, ou symbolisait ou cristallisait la raison pour laquelle nous, Clifford Chance, avions décidé de venir ouvrir un bureau au Maroc. Vous avez tout à l'heure, plusieurs des intervenants, en tout cas Saïd, a rappelé que le Maroc a besoin, mais en Afrique aussi, mais l'Afrique du Nord en particulier et le Maroc ont besoin de financer de nombreux projets. Les banques marocaines ont participé au financement et continuent de participer à ce financement, mais elles ne pourront pas continuer à financer ces opérations de la manière dont elles le font, tout simplement parce que la taille des transactions est beaucoup trop importante. Et donc, le Maroc, mais la zone en Afrique en général, a besoin d'attirer de la liquidité. Et c'est un point extrêmement important que ce sujet de la liquidité. Parce que il ne se pose pas qu'au Maroc. Le monde entier est en compétition avec nous. Nous sommes en compétition avec d'autres pays, d'autres zones du monde, dans une économie intégrée, pour attirer de la liquidité. Lorsque nos clients nous sollicitent, parfois ils nous sollicitent pour faire une étude sur toute l'Afrique du Nord et comparer également avec d'autres systèmes financiers en Amérique du Sud. Et les critères qu'ils soulèvent pour cela, pour décider ou non d'investir dans ces pays-là, sont assez simples, je vais les résumer tout à l'heure. Vous avez également des industriels, des grands industriels qui ont un budget à investir en Afrique, par exemple. Et là, à nouveau, vous avez plusieurs responsables de projets qui vont être sollicités pour regarder des projets dans différents pays. Et c'est le pays qui aura la législation la plus adaptée, le pays dans lequel les opérations seront plus simples à faire, qui va attirer ces investissements. Et donc,
dans un même groupe industriel, les différents départements peuvent être en compétition par rapport à un pays donné, par rapport à un projet donné, pour faire ces investissements. Alors, les critères des investisseurs financiers, industriels, nos clients recoupent en fait les nôtres. Qu'est-ce que c'est? Saïd en a évoqué quelques-uns. C'est d'abord un pays qui est capable de montrer une stabilité politique. C'est un pays également dans lequel il y a une économie diversifiée en croissance soutenue. C'est un pays également qui a une réglementation, et j'allais dire une réglementation en droit des affaires, mais plus particulièrement dans la réglementation financière, sophistiquée. Donc ça suppose des acteurs sophistiqués, j'y reviendrai, notamment des régulateurs sophistiqués. C'est également un pays qui est capable d'offrir une plateforme de projection pour les activités de ces industries, de ces financiers, et puis par exemple, pour prendre l'exemple de Clifford Chance, la capacité d'un pays à nous permettre ensuite de projeter notre activité en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest. Sur ces critères-là, il y a un dernier critère qui est important. Il faut que l'ensemble de ces critères, on puisse les vérifier pendant au moins une période de 10 à 15 ans. Et donc, vous aviez en Afrique, alors qu'on n'avait aucune représentation en Afrique, vous aviez plusieurs portes possibles. L'Afrique du Sud, le Caire, le Nigeria et le Maroc. À un moment où également, nous étions également en train de décider si oui ou non nous allions ouvrir en Turquie. Finalement, on a ouvert en Turquie et on a ouvert au Maroc. Le Maroc offre à la fois et remplit tous ces critères. Et j'allais dire que Casablanca Finance City venait justement comme un espèce de symbole de la capacité du Maroc à remplir tous ces critères. Alors, on a travaillé sur plusieurs places financières, notamment dans le Golfe, à Dubaï, au Qatar, à Abu Dhabi. Nous avons, je pense, nous sommes un des acteurs les importants de la place financière de Londres, de la place financière à Paris. Et donc, nous avions une habitude de ce que les investisseurs cherchent à avoir. Nous avons donc travaillé pour faire une espèce de benchmark qui permettrait à Casablanca Finance City de voir un peu son positionnement en fonction des différentes réglementations. Mais une des spécificités de CFC, c'est qu'elle est adossée à déjà un marché financier sophistiqué qui vit. Alors certains aimeraient qu'ils vivent plus et que le marché boursier soit plus actif, mais il est composé intrinsèquement d'acteurs eux-mêmes sophistiqués. Et plus encore, il a des régulateurs, et je peux vous garantir que ça c'est un critère extrêmement important, des régulateurs qui sont sophistiqués, conservateurs, et qui ont permis notamment au Maroc, par exemple, face à la crise financière que nous avons connue et que nous connaissons encore aujourd'hui, de ne pas être impacté aussi durement que d'autres pays ont pu l'être. Et donc, CFC avait déjà au départ des ingrédients qui étaient indispensables à la réussite de cette place. Réussir une place financière, c'est extrêmement difficile et c'est quelque chose je pense que c'est un projet ambitieux et courageux. Le Kazakhstan vient d'essayer de créer une place financière. Ils sont en liquidation judiciaire au bout d'un an, alors que le Kazakhstan a des ressources naturelles, du gaz, du pétrole, donc beaucoup d'argent, beaucoup d'atouts. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, encore une fois, mais ce n'est pas peut-être un avocat de le dire, mais vous pouvez interroger la place financière à Londres, le Luxembourg, tout à l'heure vous parliez du passeport européen, c'est aussi le niveau de sophistication de sa réglementation. Le Maroc a déjà une réglementation financière importante, mais il est engagé dans une réglementation, dans une réforme de tout le marché financier
qui est en train de porter le Maroc, et je peux vous dire que nous, on connaît bien les places financières en Afrique. Je pense qu'une fois que ces textes seront adoptés, on aura un schéma juridique qui positionnera le Maroc bien au-delà de beaucoup de pays, et parfois même de certains pays européens. Je pense notamment à la nouvelle loi, par exemple, sur la titrisation qui est encore en projet, mais qui n'a pas encore été adoptée, pour laquelle on a fait un benchmark avec le Luxembourg, notamment, Bruxelles, Londres. Aujourd'hui, vous avez un texte qui est le texte rêvé de tous les opérateurs dans le secteur de la titrisation. Donc, le droit, et les Anglais vous le diront, je pense que si vous allez à Londres, le droit est un instrument extrêmement important pour une place financière. Je peux vous assurer qu'à chaque fois les questions sont les mêmes. Les opérateurs, les structures de financement ou les financements structurés, les opérations, ils les connaissent, ils savent les faire. Ce qu'ils veulent, c'est savoir si ils vont avoir les outils juridiques qui leur permettent de le faire. Et pour ça, ils ont une grille. Et ils cochent les cases une par une. Et je dois dire que de ce point de vue, le Maroc est plutôt bien positionné. Il est plutôt bien positionné également parce qu'il entame aussi des réformes pour renforcer les pouvoirs de ses régulateurs. Et il le fait parce que aussi il est un des seuls pays arabes à bénéficier de ce qu'on appelle le statut avancé, qui est un positionnement du Maroc vis-à-vis de l'Union européenne, qui est au-dessus de l'association et juste avant l'adhésion. Ça, c'est une chance pour le Maroc parce que il bénéficie de ce statut avancé. Le Maroc a pris des engagements pour aligner sa législation sur les standards internationaux, les standards OCDE. Et ça, ce sont des critères qui sont extrêmement importants. Alors, juste pour terminer mon propos, tous les ingrédients sont là, les acteurs sont là, le projet est bien orienté. La difficulté maintenant, ça va être de convaincre des gens qui regardent des zones dans une économie intégrée, qui regardent par bloc l'Amérique du Sud, l'Asie, la place de Londres, et qui s'intéressent à l'Afrique en entendant parler, n'ont toujours pas compris qu'ils regardent la Chine, mais la Chine regarde l'Afrique. Mais la difficulté, ça va être d'expliquer et d'utiliser le langage. C'est pour ça que je salue la signature des accords qui ont été faits avec le Luxembourg et City UK. Il va falloir continuer à éduquer, non pas nous éduquer, parce qu'on n'a pas besoin d'être éduqués, les gens sont là sophistiqués, mais éduquer les investisseurs, qu'ils soient à Londres, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en Asie, qu'ils soient dans le Golfe, pour qu'ils prennent conscience de l'opportunité que représente cette place. Voilà. Merci Mustapha. J'ai juste une question par rapport justement, quand on discutait tout à l'heure, la difficulté d'ouvrir le bureau de Clifford Chance au Maroc pour un cabinet qui est habitué à traiter des gros volumes d'activités. Alors moi, quand j'ai proposé l'ouverture d'un bureau au Maroc, mes associés à la City m'ont dit « Ah, mais c'est formidable, tu vas ouvrir un bureau à Marrakech, à Agadir ». La difficulté, évidemment, c'est toujours une problématique d'éducation, d'accord, et d'expliquer ce que c'est que ce marché. Et je veux dire que le Maroc nous a beaucoup aidé par rapport aux derniers événements, notamment du printemps arabe. Quant au volume, le Maroc n'a absolument rien à envier aujourd'hui en termes de volume de transactions sur certaines opérations. Je prends le secteur de l'énergie aujourd'hui. Tout le monde entier est en train d'essayer d'investir ici au Maroc à cause des projets qui sont proposés et qui sont faits, notamment dans le secteur du solaire et également dans le secteur éolien. Le secteur des infrastructures, on a une nouvelle loi sur les PPP qui va permettre notamment à l'État enfin de pouvoir financer les opérations en s'appuyant non plus sur son budget propre, mais sur des initiatives et des financements privés. Donc, et puis les opérations M&A, il y en a, et non, ceux qui étaient inquiets ne le sont plus. Voilà. Merci, ça nous fait une bonne transition pour aller à Genève.
Donc on va demander à Arnaud Ligueur un petit benchmark entre les différentes places existantes et surtout le potentiel de la banque privée au Maroc qui est justement dans la ligne droite de ce que vient de dire Mustapha. Bonjour. D'abord, j'aimerais remercier les organisateurs des Meddays de nous fournir cette plateforme, ainsi que Sa Majesté le Roi Mohamed VI de nous accueillir avec toute cette hospitalité. Ensuite, quant au benchmark, pour revenir à la question, c'est un terme technique qu'on aime utiliser. Je vais vous faire une réponse un peu plus pragmatique et simple. J'offre un service qui consiste à investir l'argent de mes clients. Les critères de base, très simples, sont, pour revenir et insister sur les points développés par mes prédécesseurs, tout d'abord, la stabilité politique. Deuxièmement, le cadre juridique. Vous pouvez avoir l'économie la plus dynamique qui soit, si le cadre juridique n'est pas garanti. De nos jours, les gens sont très reluctant, sont très hésitants à venir être des acteurs dans ce pays. Ensuite, la croissance économique est un facteur non négligeable. Elle permet d'avoir, ne serait-ce que dans les secteurs de services, des personnels éduqués, professionnels, à la hauteur des espérances des intervenants sur le marché financier. Et Casablanca Finance City, que pilote M. Brahimi, a à ce jour démontré et coché toutes les cases, pour reprendre l'exemple de notre ami, positif, en ce sens qu'ils se sont non seulement appuyés sur le Luxembourg, mais rapprochés de Londres et de Singapour. Donc, tous les éléments sont aujourd'hui réunis, mais je dirais, pour revenir à mon point initial, la perception du Maroc, qui a d'abord très bien traversé cette période trouble, qui n'est même pas encore achevée, qu'on appelle le printemps arabe, est excellente. Mais le seul souci que je vois encore, ou pas un souci, le seul point à approfondir et à renforcer serait du point de vue de la communication sur ce projet qui est très enthousiasmant. Nous ne serions pas là aujourd'hui, mais il faut maintenant communiquer de façon répétitive, systématique. Quand, par exemple, dans les médias, nous sommes des financiers, on voit que hier ou avant-hier, les Israéliens ont abattu le chef militaire du Hamas. Ça va faire les gros titres des journaux pendant la semaine, puis les financiers vont rebondir là-dessus. Ça nous amène tout de suite à penser à un éventuel accroissement de l'instabilité du Moyen-Orient, donc augmentation du prix du pétrole, et on est replongé immédiatement dans notre travail quotidien de gestion et de devoir de performer et de donner un rendement à nos clients. Donc, il est important qu'on se rappelle à notre bon souvenir en termes d'opportunités. Les marchés sont de plus en plus difficiles et attirer l'attention et l'intérêt des financiers est quelque chose de très compliqué. À plus forte raison, celle des clients. Parce que, à mon humble niveau, je ne suis pas un institutionnel. Moi, j'ai un client individuel en face de moi pour chaque compte. Et quand je vais lui dire que nous allons traiter, en passant par exemple par Casablanca, il faut qu'il puisse être rassuré. Sinon, quel que soit l'attrait technique et professionnel pour moi en tant que financier, banquier, gestionnaire de fortune, si mon client ne s'y retrouve pas et n'est pas confortable avec l'idée, je ne pourrai pas y aller. Alors voilà, c'est un peu mon point, parce que mes collègues ont développé des points avec lesquels je suis tout à fait en accord. Est-ce que tu as une autre question ? Oui, en fait, j'en ai deux. D'abord, la première, c'est est-ce qu'on peut envisager à moyen terme l'installation d'Edmond Rothschild à CFC ? Le groupe Edmond Rothschild est contrôlé à 85% par le baron Benjamin de Rothschild, qui prend ce genre de décision exécutive et stratégique avec son comité exécutif, mais ils ont mon oreille. Je ne serai pas là si nous ne croyons pas à une éventualité positive d'évolution dans ce sens. Nous n'avons pas de présence en Afrique, c'est malheureux, je suis moi-même ivoirien.
nous avions une banque à l'île Maurice, dans le début des années 90, que nous avons dû fermer parce que nous étions un peu en avance sur la tendance. Maintenant, l'île Maurice est florissante, nous n'y sommes plus. Nous avons un bureau de représentation à Dubaï, mais comme le disait M. Ibrahimi, un Casablanca New York est plus court qu'un Casablanca Abu Dhabi. Donc, naturellement, le besoin est d'avoir une place financière en Afrique. Maintenant, l'Afrique, en tant que soi économiquement, aujourd'hui, recueille tous les, le consensus positif en termes d'opportunités. À nous de développer en tant qu'Africains le cadre politique, juridique et la perception toujours afin de concrétiser ces efforts. Mais je suis très très optimiste sur la question et si c'est ce que tu voulais savoir, oui, je ferai un compte rendu tout à fait objectif mais positif. On compte sur toi. Juste pour rappel, Edmond de Rothschild, c'est 80 milliards d'euros de portefeuille en gestion. Donc ça donne une idée de l'acteur. Avant de donner la parole à Nazem El-Qudsi, j'ai une petite question précise, presque un QCM à Saïd Ibrahimi. Quels sont, selon vous, quelle est la proposition de valeur et les facteurs attractifs de CFC si j'étais un candidat potentiel et que j'avais 5 minutes, est-ce que vous pourriez me faire le pitch? 5 minutes, c'est rapide. Si vous voulez, notre proposition de valeur, elle découle de notre positionnement. Nous voulons donc être cette plateforme d'accès aux opportunités de l'Afrique. Donc offrir un environnement de travail qui soit le plus friendly et efficient possible. Alors cette proposition de valeur, donc je ne vais pas revenir sur les aspects réglementation, stabilité, etc. Donc ça, on en a parlé. Maintenant, il y a des choses beaucoup plus concrètes, comme par exemple tout ce qui touche à la fluidité des personnes. Vous savez qu'on veut être un hub, donc nous sommes censés accueillir des gens qui viennent du Nord et des gens qui viennent d'Afrique. Il faut que nous puissions accueillir nos amis africains de la manière la plus souple et la plus facile possible. Pour CFC, nous avons mis en place des procédures qui permettent d'obtenir un visa dans un délai très court, un permis de séjour ou un permis de travail dans un délai qui ne dépasse pas les 48 heures. Donc c'est des choses extrêmement pratiques, efficaces et qui vont dans le sens de faciliter l'accès et le business. Fluidité des personnes, fluidité des capitaux. Vous savez que même s'il y a un contrôle d'échange au Maroc, quand on est un investisseur étranger, on peut tout faire avec son argent. Donc un investisseur étranger qui a ramené des capitaux peut rapatrier ses dividendes, peut rapatrier ses plus-values, peut rapatrier les produits de cession de son capital quand il cède. Ça, c'est le cadre général. Maintenant, dans la pratique de tous les jours, il y a un certain nombre de contraintes administratives qu'impose l'Office d'échange avec des comptes rendus, avec des contrôles, avec des choses comme ça. Pour CFC, nous avons pratiquement obtenu qu'il n'y ait plus qu'un compte rendu annuel. Donc, on peut faire toutes les opérations qu'on veut, on peut ouvrir des comptes en devises, on peut gérer ses avoirs en devises, on peut transférer les rémunérations que l'on souhaite. Quand on a le statut CFC, ça ne pose aucun problème. Ça, c'est des choses concrètes qui font partie de notre proposition de valeur. Il y a tout ce qui touche aux ressources humaines, au talent pool. Une place comme Casablanca souhaite l'être nécessite des ressources humaines qualifiées et performantes. Nous avons aujourd'hui des qualifications professionnelles dans les métiers de la finance qui sont là. Je voudrais citer par exemple le CFA, donc, qui aujourd'hui peut être obtenu en passant un examen au Maroc. C'est une très bonne chose. Nous venons de lancer avec nos principales institutions académiques marocaines un master en ingénierie financière qui est destiné à des étudiants ou des professionnels de très haut niveau
qui veulent se spécialiser dans la matière donc, et qui pourront trouver évidemment à s'employer très rapidement après leur formation. Ce master est ouvert aux étudiants marocains, mais aussi aux étudiants africains. Tout ce que nous faisons, de toute façon, est toujours ouvert. Quand on dit « nous », c'est « nous, Africains ». Il faut bien le prendre comme ça. Il y a donc au niveau de cette proposition de valeur tout le cadre de